Bonjour à tous et bienvenue dans le best-of de votre JT Immobilier. On regarde tout de suite ensemble les meilleurs moments de la semaine. Allez, aujourd'hui, on va s'intéresser à la révision des loyers. Ça concerne tout le monde et toutes les questions que vous vous posez, nous sommes là pour en parler avec un expert. Il s'agit de monsieur Patrice Petit. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci d'être avec moi aujourd'hui pour évoquer ce thème. Alors, vous êtes président de la commission transactions et président de la chambre du centre de la FNAIM. C'est bien ça, Tout à fait. Là, j'ai bon. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots pour qu'on fasse un petit peu connaissance ? Bonjour, donc effectivement, je m'appelle Patrice Petit, donc je suis agent immobilier installé à Tours, en Indre-et-Loire, président de la Commission nationale de transactions de la FNAIM et président de la Chambre FNAIM pour la région Centre, qui regroupe les 6 départements de la région administrative du Centre. Et donc je fais partie depuis 7 ans maintenant donc, de la Commission départementale de conciliation des loyers pour l'Indre-et-Loire. Voilà, donc c'est à ce titre que nous vous recevons aujourd'hui sur ce plateau. Alors pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, quel est le rôle précis de cette commission ? Alors, la commission départementale de conciliation des loyers donc, est une commission départementale, comme son nom l'indique. Elle trouve son origine avec la loi de 89 qui régit les rapports entre bailleurs et locataires, puis par un décret qui date de 2001, pris presque 10 ans après, et une directive de 2002. Donc la mise en place globalement de cette commission date de 2002, et elle a pour objet de traiter des litiges qui naissent entre un locataire et un propriétaire, pour autant qu'ils aient la volonté de chercher à régler ce litige à l'amiable et donc de concilier, comme son nom l'indique. La conciliation est importante voilà. Dans la commission. Et alors, quels sont les représentants de cette commission ? Est-ce que ce sont plus des particuliers, des professionnels ? Alors, la commission, c'est une commission mixte paritaire, composée de représentants des locataires et de représentants des propriétaires. Donc, ce sont des associations donc, associations de consommateurs, principalement pour les locataires. Pour l'Indre-et-Loire, on a l'association UFC Que Choisir, on a la CLCV, on a une association locale Orgeco. Par exemple, pour les propriétaires, donc, nous avons l'UNPI, nous avons la FNAIM, nous avons des représentants des sociétés d'HLM, donc sociétés d'économie mixte pour l'Indre-et-Loire, qui siègent ensemble. Et alors, d'une manière générale, si on parle globalement plus du sujet, comment sont révisés les loyers ? Comment est-ce que ça se met en place, tout ça ? Alors, en ce qui concerne les baux de la loi de 89, les loyers sont révisables en fonction de la variation en plus ou en moins donc de l'indice de référence des loyers. Cette révision est annuelle à la date anniversaire du bail. Là, c'est automatique, c'est très encadré par la loi de 89. En gros, il n'y a pas de pièce à y coudre. Après, vous pouvez avoir le cas des loyers manifestement sous-évalués qui peuvent là être révisés en fonction de références prises dans l'environnement le plus proche possible, si possible le même immeuble, la même rue. Et là, cette révision peut intervenir à la date anniversaire, donc triennale, du bail. Ça, c'est le cas le plus général, le plus... Non, ça c'est le cas, c'est un peu un cas marginal, puisque des loyers manifestement sous-évalués, il n'y en a quand même pas tant que ça. Non, pas tant que ça. Et la façon de pouvoir le réviser, effectivement, c'est en fonction donc, de la loi de 89 avec son article 17C, très précisément, qui prévoit que le propriétaire doit notifier au locataire 6 mois au moins avant la date anniversaire du bail, cette révision de loyer, le nouveau loyer proposé, les références prises pour pouvoir justifier que le loyer soit bien manifestement sous-évalué. Il fait cette notification au locataire, le locataire la reçoit, il est d'accord, il n'est pas d'accord, il répond pas, en tout état de cause. Il dispose, le bailleur, d'un délai très court pour pouvoir saisir la commission départementale de conciliation, puisqu'il fait cette notification, je vous le rappelle, 6 mois avant la date anniversaire, et que, à défaut de réponse 4 mois avant la date anniversaire, ou de refus du locataire, il doit impérativement saisir la commission départementale de conciliation avant d'aller en justice, puisque, à défaut, sa procédure sera nulle et de nul effet, et ce sera l'ancien loyer qui s'appliquera après la date anniversaire du bail. Donc ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Donc 4 mois avant cette date anniversaire, il saisit la commission départementale de conciliation. La commission donc reçoit le dossier, convoque les parties, essaie de les faire se concilier, puisque c'est quand même l'objectif.
Si elle y arrive, tant mieux. On rédige un procès-verbal de conciliation motivé. On recueille la signature des parties. Cela entérine leur accord. Leur accord est figé, il devient contractuel. À défaut d'accord, l'une ou l'autre des parties, propriétaire ou locataire, saisit le juge du tribunal d'instance du lieu de situation de l'immeuble en vue de rendre une décision de justice. Et en tout état de cause, le juge doit toujours et impérativement être saisi avant la date anniversaire du bail. C'est une date couperet, à défaut de quoi le bail se renouvelle aux conditions de l'ancien loyer. Et sur la révision du montant, sur quoi se fait le calcul ? Alors, il y a un baromètre peut-être précis Des références, il en faut au moins 6 références prises, si possible, 3 minimum, prises dans l'environnement, donc le plus proche. Donc on va s'intéresser aux voisins, on va s'intéresser à tout ça. C'est ça qui va déterminer un petit peu comment réévaluer. Et on va faire une moyenne. Et après, la révision ne s'applique pas, j'allais dire en plus, immédiatement. Il y a un étalement que prévoit la loi de 89. Et alors moi, en tant que locataire ou propriétaire, est-ce que j'ai le droit de demander une révision ? Alors, si je suis locataire, par exemple, en tant que locataire, trop élevé. La loi ne le prévoit pas, puisque après, si le loyer est trop élevé, vous avez pris le logement en toute connaissance de cause. Donc je ne peux plus rien faire. Il n'y a pas de possibilité pour vous, si ce n'est que de saisir votre propriétaire de façon tout à fait amiable. Mais là, c'est plus du ressort de la commission de conciliation. On pourra vous conseiller, on pourra vous aider, bien sûr, mais on vous expliquera que c'est bien en toute connaissance de cause que vous avez pris le logement. À l'instant T, ça vous convenait, le loyer vous convenait. Vous n'aurez pas de possibilité juridique en tout état de cause pour faire baisser le montant du loyer. Pour autant, il peut y avoir des discussions, et ça nous arrive quand on a des bons locataires qui payent leur loyer rubis sur l'ongle, avec lesquels on n'a pas de problème. C'est rare, je ne peux pas vous dire que c'est un cas courant, mais ça peut arriver et que le propriétaire, il n'a pas envie de perdre un bon locataire, et puis il va chercher à concilier avec son locataire. Ça arrive, oui. Et alors, pour revenir sur la commission, pour terminer, quels sont les litiges les plus fréquents que vous avez à gérer ? Un cas peut-être précis, quelque chose qui vous a marqué ou qui peut un petit peu illustrer ? Paradoxalement, si la saisine de la commission départementale de conciliation est obligatoire pour la révision des loyers dans le cadre de loyers manifestement sous-évalués, notamment, le cas est pour autant marginal, puisque depuis 7 ans que je fais partie de cette commission, j'ai eu un seul cas à traiter de mémoire. Globalement, la majorité des cas que nous avons à traiter concernent des litiges issus du remboursement du dépôt de garantie qui pose problème pour le locataire, bien sûr. Donc c'est la majorité des dossiers que nous avons à traiter. Également, difficultés sur les régularisations de charges qui se font annuellement. Là aussi, quelques difficultés, surtout de compréhension de la part du locataire qui ne comprend pas toujours pourquoi ces charges augmentent alors qu'il paye un montant fixe tous les mois. Il ne comprend pas qu'un an après, il y a une régularisation et puis qu'il faut payer une somme plus ou moins importante, et d'autant plus importante aujourd'hui que les charges de chauffage, d'énergie ont tendance à fortement augmenter ces dernières années, et ce n'est qu'un début. Donc ça concerne un petit peu notre quotidien, nous particuliers au final. Pas tellement ni les agents immobiliers, mais vraiment les particuliers. Plus effectivement les particuliers, parce que j'en veux pour preuve que les dossiers qui nous arrivent en commission de conciliation, on a environ, je dirais, 30% de dossiers concernant un litige avec une agence immobilière, et plutôt une majorité de cas de rapports de particulier à particulier. Et là, on voit un peu tout et n'importe quoi. Les gens font un peu à leur sauce, je dirais, et puis ignorent un peu le cadre légal, le cadre réglementaire. Donc on a surtout beaucoup de pédagogie à faire. On explique les choses. Pour comprendre, et justement, du coup, ça désamorce certainement souvent des litiges. Absolument, et on tombe souvent d'accord d'ailleurs avec les représentants des associations de consommateurs, puisque on est quand même encadré par la loi, donc on ne fait pas n'importe quoi, même si après il peut y avoir des interprétations, et puis on doit tenir compte également de la jurisprudence, mais globalement, je dirais, on arrive à faire concilier les parties. On peut estimer qu'on arrive à faire concilier 3 dossiers sur 4, qui n'iront donc pas en justice. Ce qui est déjà effectivement très très bien, très bel objectif. Absolument. Merci beaucoup Patrice Petit d'être venu sur notre plateau. Merci. Donc à très bientôt, vous revenez nous voir quand vous voulez. Merci, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.
On part à présent à la découverte d'un métier, celui de menuisier professionnel du bâtiment. Il travaille le bois, mais aussi d'autres matériaux. Portrait avec Thomas Bonnet. Aujourd'hui, Cédric et Quentin sont à l'atelier. Leur mission, préparer les pièces qui serviront à construire le meuble dessiné par l'architecte. À l'aide de leurs nombreux outils et machines, ils vont réaliser une à une les différentes parties du meuble. Un travail minutieux qui demande de la patience, qualité principale du menuisier. Les qualités d'un menuisier, c'est être consciencieux pour moi, être consciencieux, patient. Et puis aimer le bois, ça c'est primordial, quoi. Cédric et Quentin se rendent maintenant sur le chantier où il faut mettre en place les différents meubles. Pendant que Cédric pose les dernières finitions sur la bibliothèque, Quentin met en place les portes de l'armoire. On a un plan de l'architecte et qu'on fait en fonction de ses cotes, exactement en fonction du plan. Puis après, passage à l'atelier pour la fabrication, mise en place donc après chez le client. Et là après, mise au niveau de l'application de la finition ici sur place, quoi. La menuiserie est un secteur qui connaît pas ou peu la crise. Toujours plus de jeunes se tournent vers ce métier. CAP, BEP ou Bac Pro, les formations sont multiples. Et pour certains, la menuiserie est une véritable vocation. Mon grand-père était menuisier. Mon père n'a pas du tout suivi. Mais moi, j'ai été attiré par ce métier assez tôt. C'est la création, c'est partir d'un objet naturel qui est l'arbre et d'arriver à quelque chose de concret, un meuble, quelque chose dont on va avoir l'utilité au quotidien. Un sens de la création qui peut rapporter. Selon ses diplômes, un menuisier peut gagner de 1 000 à 3 000 euros par mois. Et on commence notre journal avec notre saga découverte de réseaux immobiliers. Aujourd'hui, gros plan sur Atelier Loft avec Anthony Benasseur. On pourrait penser que c'est une agence immobilière comme les autres, et pourtant Atelier Loft et Associés ne s'occupent que de biens atypiques. Leader d'un marché de niche, ces professionnels ont su séduire une clientèle variée, grâce selon son fondateur à une bonne stratégie de départ. Lorsque j'ai créé l'agence Atelier Loft et Associés, l'idée était simple, c'était de dire on centralise toutes les annonces qui correspondent à cette spécialité, atelier d'artistes, loft et maison contemporaine. On parle le même langage que notre public, puisqu'on aime les mêmes choses, et on va systématiquement s'intéresser et s'enthousiasmer pour les mêmes sujets. Donc c'est énormément de temps gagné. Depuis 1998, à Paris et en région, Atelier Loft déniche de véritables pépites immobilières, mais attention, toujours conformes à certaines règles. Est-il au bon prix? Est-il de qualité? Est-il juridiquement inattaquable? Si ces 3 critères sont remplis, le bien va rentrer dans le portefeuille Atelier Loft et Associés. C'est en plein cœur du Sentier, dans le 2e arrondissement de Paris, que nous nous rendons dans ce qui était une fabrique de boutons. Ce bâtiment industriel du début du XXe siècle est en cours de réhabilitation, un bien d'exception pour lequel Atelier Loft trouve des acheteurs un brin aventurier. Donc on est simplement cet intermédiaire entre quelqu'un qui souhaite céder et quelqu'un qui souhaite acheter. Évidemment, on est amené à intervenir aussi bien sur des lieux qui sont bruts, comme ici, dans le cas présent, comme sur des lieux déjà terminés, déjà achevés, transformés, et dans ces cas-là, qui sont simplement cédés. Pour acheter un loft à l'état brut, il faut être bien entouré par un notaire, un architecte, mais aussi avoir de l'imagination, pas mal de courage et des revenus conséquents. On est généralement 10 à 20% en dessous du prix du neuf. Donc ça reste aussi économiquement et financièrement intéressant et bénéfique. En termes d'aménagement intérieur, ça dépend bien évidemment de ce que voudra faire le preneur, ça dépendra de la qualité des aménagements qu'il y mettra, mais on peut raisonnablement parler de 1000 à 1500 euros du mètre carré. Atelier Loft et Associés a su, grâce à son site internet et l'expérience de ses collaborateurs, proposer des biens uniques aux murs pleins d'histoire, un art de vivre qui attire chaque jour un plus large public. La nouvelle tendance déco, c'est la customisation des portes. La poignée de porte attire tous les regards, Clotilde. Elle permet de singulariser son habitation et pourquoi pas même d'impressionner les visiteurs lorsqu'on les accueille chez soi. Alors déjà, ça peut être un objet de déco, la poignée de porte. Maintenant, il y a le studio design Out of the Book qui propose une gamme de boules décoratives
Voilà, elles sont assez magnifiques quand même. C'est beau. Voilà, elles sont fabriquées en verre à la main. C'est presque de l'art. Hein. C'est habille, voilà. véritablement. Alors très joli aussi. Ça c'est réalisé par un fabricant d'accessoires de luxe. Donc voilà, cette gamme de béquilles et boutons haut de gamme. Alors chaque pièce est unique et fabriquée à la main. C'est du laiton. Et puis à noter que pour la touche luxe, la majorité des designs sont disponibles avec des incrustations de cristaux Swarovski. Donc comme une bague. Finalement, vous êtes en train de me dire que bientôt on nous offrira des poignées de porte. Voilà, c'est ça. Si vous voulez vous fiancer, tenez une poignée de porte. Ça, c'est assez C'est original. sympa comme cadeau. Voilà. Allez, on continue avec la catégorie mauvais goût cette fois. Enfin, légèrement mauvais goût. La handle. Voilà. Désormais, vous passez d'une pièce à l'autre en tenant une main, en serrant une main. Bizarre, c'est assez étrange. Spécial, Voilà. Au moins, vous marquez les esprits. Et puis, on termine avec les poignées déco avec la Bang Bang Handle. Alors ça, c'est pour les grands enfants. Hein. Vous savez, quand on jouait aux soldats ou aux cow-boys à l'Indien. Donc, des pistolets, voilà, différents coloris. Et est-ce qu'elles apportent quelque chose de plus, ces poignées de porte-là? Est-ce que la nouvelle génération de poignées de porte, c'est plus pratique? Elles peuvent être utiles, hein. Elles peuvent être belles et utiles, et très fonctionnelles. La poignée de porte avec serrure codée intégrée, par exemple, voilà, la création de Yonko Design, très technologique, il suffit de faire le code sur la poignée même. On continue avec la catégorie sabre laser, je pense qu'elle va vous plaire celle-là. Star Wars. Voilà, tout à fait. Pour ne plus chercher la poignée dans le noir, eh bien, Alexander Lervik a trouvé la solution, cette poignée lumineuse, telle un mini sabre Jedi. Alors le must, en plus, elle change de couleur. Et alors combien ça coûte? 350 € quand même, hein. Mais j'ai mieux, encore plus poétique, les poignées où on peut laisser des petits messages, voilà, des petits mots d'amour à l'intérieur même de la poignée, ou alors on les clip grâce à ce tout petit clip justement qui s'accroche à la poignée. C'est signé SMNS Cone et SMNS Clip. Bah, c'est très mignon en tout cas, ça nous rappelle quand on était petites filles, on mettait Quand des on petits fait mots des comme mots. ça. Ou à votre conjoint, vous pouvez lui laisser un mot Par d'amour exemple, ça avec peut être les une cœurs. idée en tout cas. Merci beaucoup Clotilde, on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine. Merci beaucoup. Avis à tous les amateurs du 7e art, Vinci vient de livrer la Cité du cinéma, 62 000 m², un vrai complexe cinématographique en Seine-Saint-Denis. Axel Cornic. C'est en bord de Seine, à 2 pas de la tour Pleyel à Saint-Denis, sur le site d'une ancienne usine EDF, que va s'implanter la Cité du cinéma de Luc Besson. Ce projet ambitieux qui s'étend sur 6 hectares vise à regrouper toutes les étapes de production cinématographique pour permettre de réaliser un film de A à Z sans sortir du site. Cet ensemble offrira notamment 9 plateaux de tournage de 2000 m², des ateliers pour les décors, le stockage du matériel, des boutiques et des restaurants. Surfant sur le succès récent de certaines productions françaises, le site compte bien atteindre la notoriété de ses aînés, tels qu'Hollywood aux États-Unis ou Cinecittà à Rome. On en a marre aussi de voir des films français qui partent se tourner à l'étranger parce qu'il y a des crédits d'impôt à l'étranger et parce qu'il y a des studios à l'étranger. On est les meilleurs en Europe, on est les premiers fabricants de films d'Europe. Alors les gros films se tournent à l'extérieur, il y a quelque chose qui n'est pas logique. À terme, 30 000 m² de bureaux sont également prévus, dont la moitié sera louée par EuropaCorp, la société de Luc Besson. Les 15 000 m² restants sont quant à eux réservés aux sociétés de production qui choisiront de s'implanter sur le lieu. Voilà, c'est la fin de votre best-of. Merci de nous avoir suivis. Quant à nous, on se retrouve lundi pour un nouveau JT. Très bon week-end à tous.